Donc ils sont en train de faire à notre agriculture ce qu'ils ont déjà fait à notre industrie, c'est-à-dire essayer de la délocaliser en Ukraine. Voilà. Et si on ne produit plus rien, qu'on ne fabrique plus de richesses, et que du coup on n'en vend plus, que notre balance commerciale est déficitaire, forcément, la France a moins d'argent. Donc la France a aussi moins d'argent à mettre dans ses services essentiels. La police, la santé, la justice, l'éducation. Pour moi, là, on est dans une période où il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Parce que, justement, le règne de la bourgeoisie financière nous a fait oublier ces fondamentaux. Il nous a fait oublier que c'est la production qui est au cœur de tout, que c'est de la production que dépend notre survie. Et ils nous l'ont fait oublier sciemment parce que ça les arrangeait. Parce que s'ils avaient continué à nous dire la production c'est fondamental, ils auraient pas pu faire en sorte qu'on accepte qu'en même temps, ils délocalisent les usines. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Oui. Une émission un peu spéciale puisque d'habitude sur cette chaîne, c'est toi qui parles des grands sujets d'actualité et aujourd'hui l'actualité c'est toi. Ou plus exactement plus... Non, c'est pas moi l'actualité là. C'est pas toi, c'est plus exactement la sortie de ton livre. Il est venu le temps des producteurs. Un essai politique que les spectateurs peuvent précommander dès maintenant via le lien affiché en description et qui a une genèse un peu particulière sur laquelle on reviendra largement. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le point de départ de ce livre, c'est le constat que tout le monde peut faire d'une France affaiblie où les difficultés s'accumulent, où les décisions politiques semblent se prendre au détriment de la qualité de vie des Français. Et pour toi, cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais d'un processus organisé. Alors, qu'est-ce qui a mené au chaos actuel? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, déjà il y a la réponse un petit peu dans la question. Effectivement, ce qu'on peut constater aujourd'hui dans ce qui se passe en France au niveau de toutes les difficultés qu'on rencontre, de l'inflation jusqu'aux problèmes posés par l'immigration, en passant par l'insécurité, mais aussi les difficultés d'approvisionnement. Tout ça, en fait, moi je le lis, alors c'est ma thèse hein, évidemment, et tout cela est tout à fait discutable, mais moi je le lis à l'abandon de la production de richesses, donc de richesses matérielles et concrètes, progressives, qui s'est opérée dans notre pays depuis les années 1970. Et les questions suivantes vont sans doute revenir sur le pourquoi et à cause de qui, puisqu'il y a des responsables, mais en gros, depuis cette époque, depuis les années 1970, la France s'est vidée de son outil de production. Elle s'est vidée de ses usines et de sa capacité à produire, que ce soit des biens matériels de consommation courante, aussi bien que des biens industriels qui nous affectent pas directement dans notre quotidien, ou du moins, on se dit pas, tiens, dans le supermarché, il y a plus de pièces détachées pour voiture, ou il y a plus de bois, mais tout cela, en fait, fait partie, effectivement, d'un même processus, et c'est la destruction de l'outil de production en France, la disparition, donc, et la délocalisation, hein, dans le cadre de la mondialisation, de nos usines, et de tous les lieux où on pouvait produire ce dont les Français avaient besoin, ce dont la France avait besoin pour survivre. Ce qu'il y a de plus basiquement matériel et concret, hein, si j'ose dire. Et aujourd'hui, en fait, on s'en rend compte, et on va sans doute en reparler aussi dans l'entretien, mais c'est la poursuite de ce mouvement-là avec l'agriculture, en fait. Donc ils sont en train de faire à notre agriculture ce qu'ils ont déjà fait à notre industrie, c'est-à-dire essayer de la délocaliser. Alors en l'occurrence, c'est pas en Chine, hein, bien sûr, c'est pas dans les pays des BRICS, on va peut-être aussi en reparler, mais là, ça serait plutôt en Ukraine, voilà. Donc ils essayent de remplacer les producteurs d'alimentation français par les producteurs ukrainiens. Donc voilà, encore soumettre un petit peu plus la France aux aléas du marché mondialisé, où les frontières n'existent pas, où les capitaux, les personnes, les biens circulent, alors soi-disant librement, il est permis d'en douter, en tout cas aujourd'hui. Et en fait, tout cela, c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement, on va dire, naturel hein, de l'histoire. Il est dû... Il y a des responsables à ça, comme je le disais. Il y a des gens qui ont pris la décision de délocaliser nos usines. Il y a des gens qui, aujourd'hui, essayent de faire en sorte de tuer les agriculteurs français. Il y a une classe, en fait, à la tête, pas juste de l'État français, hein, mais qui s'est hissée au sommet, on va dire, de l'ordre mondial, hein, on peut le dire comme ça, dans les années 1970, qui a pris le dessus sur la précédente classe dirigeante, et cette classe, c'est la bourgeoisie financière, en fait. Donc, qui détient
non plus comme la bourgeoisie traditionnelle, on va dire justement les usines, les moyens de production concrets, qui étaient ces gens, on va dire, qui étaient au sortir de la guerre encore tout à fait patriotes. C'était une sorte de capitalisme un petit peu traditionnel, voilà, où on avait le patron qui était en France, donc les Français avaient aussi un pouvoir de pression, de décision sur tout ça. Et quand la bourgeoisie financière a pris le pouvoir dans les années 70, eh bien, les véritables détenteurs de ces moyens de production, ce sont les gens qui possédaient les titres de propriété de ces entreprises, en fait. Ce n'était plus le patron qui pouvait se lever le matin et aller faire le tour de son usine, mais c'était un investisseur à New York ou on ne sait pas où, qui possédait le titre de propriété de l'entreprise et qui, en ce sens, avait le pouvoir sur cette entreprise, qui pouvait décider, eh bien là, en fait, il faut qu'on fasse des coupes budgétaires, il faut qu'on délocalise. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tenu le temps à délocaliser? C'est parce que, évidemment, leur but, et c'est pas un jugement de valeur que j'émets là, mais c'est un fait, c'est que leur but, c'est de faire produire le moins cher possible des biens qu'ils pourront revendre ensuite le plus cher possible. Donc, à partir de ce moment-là, entre un ouvrier français qui bénéficie des lois du travail françaises et un enfant chinois, disons que les propriétaires new-yorkais des moyens de production, ils ont vite fait le choix. Et donc, en fait, c'est ce mouvement-là qui s'est initié à partir du moment où la bourgeoisie financière donc a pris le pouvoir, pas seulement sur la France, mais dans toutes les sociétés occidentales. Et que ça soit en Europe ou aux États-Unis, parce que les États-Unis, bon, c'est quand même le berceau de cette classe-là. Et on a vu, en fait, à partir des années 70, dans tous les pays occidentaux, s'infiltrer à la tête des États, dans les ministères, tout un tas de gens qui n'étaient non plus les serviteurs des peuples dans ces démocraties occidentales, mais qui étaient les agents de cette bourgeoisie financière qui ont travaillé c'est pas tant détricoter l'État en soi, mais à faire des États des espèces d'instruments, des outils au service de la bourgeoisie financière. Et même au-delà des États, ça a un petit peu uppé le game, si tu veux, puisque ils ont créé l'Union européenne, qui a été le véritable cheval de Troie de ce mouvement-là, et qui a vraiment été une mondialisation dans la mondialisation avec, en tout cas, bon, c'est l'agenda, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais la volonté de disparition et d'effacement des frontières, des nations, et au profit du marché, quoi. Donc non, c'est pas le fruit du hasard, ça a été voulu et orchestré, ouais. Je sais pas si ça répond à la question, c'était peut-être un peu long. Alors ça répond à la question, c'est assez fabuleux parce que ça répond aussi aux questions suivantes. Du coup, oui, on va revenir sur cette question de l'abandon de la production, donc que tu dates à partir des années 70. Ça s'est organisé comment voilà, enfin c'est pas juste, je vois l'idée des usines qui disparaissent, mais comment ça s'est passé C'est-à-dire que pour nous, au tout début, dans les années 1970, les Français n'ont rien vu. Et c'est bien normal, parce que pour le gars qui travaille chez Renault, tu t'imagines bien que le patron y soit à Boulogne-Billancourt, ou à Singapour, ou à Washington. Oui, ou que ce soit un industriel, ou un fonds d'investissement. Voilà. C'est ça, ou que ce soit, effectivement, c'était un peu l'idée suivante, effectivement, que ce soit un gars sur qui on peut mettre un visage et un nom, ou effectivement un fonds d'investissement, voire pire, une société de gestion de portefeuille d'investissement multiples, parce que ils ont poussé le bouchon jusque-là. En fait, pour l'ouvrier français, ça faisait aucune différence. Et en France, il se trouve que, comme dans la plupart des pays occidentaux, on vivait sur le gros gâteau très juteux de la production d'après-guerre. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, eh bien en France, il a fallu tout reconstruire, et il a fallu et d'ailleurs ça a été une des priorités du général de Gaulle, mais pas que, enfin je veux dire c'est lui qui a vraiment incarné ça, mais en réalité, c'était tous les dirigeants français au sortir de la Seconde Guerre mondiale avaient pour but de travailler à l'intérêt national, à savoir de nourrir les Français, de les approvisionner en énergie
et en biens dont ils pouvaient avoir besoin, des biens de toutes sortes. Et pour cela, il y a eu une organisation en fait de cette production, parce que tu peux pas dire bon bah on va laisser chacun produire ce qu'il veut, et puis au final on espère que par le truchement de la main invisible, les gens vont pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Non, il y a un moment, il faut réfléchir un petit peu à comment organiser tout ça pour que chacun puisse vivre dignement et décemment et accéder à ce dont il a besoin, puisqu'il en va de la survie de la France. Donc les gouvernements post-guerre ont établi ce qu'on appelle des plans. Le nom parle de lui-même. C'est juste un projet, en fait, pour dire voilà, on a besoin de produire ça. Dans les 5 ans, on a besoin d'arriver à, je sais pas, par exemple, tant de tonnes de blé pour pouvoir faire assez de pain pour nourrir tout le monde et éventuellement exporter. Mais ça, c'est voilà. Et donc, on va organiser les moyens de production en France. On va organiser la production de manière à répondre à ces besoins. Et ainsi, pendant les 20 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la France a connu un boom économique majeur, comme la plupart des pays occidentaux. Je suis pas en train de dire qu'on était les seuls, mais... Ça s'est fait en France, parce que c'est le genre de choses, effectivement, où la planification, c'est quelque chose qui a plutôt mauvaise presse aujourd'hui, et où on a l'impression que la richesse de la France vient plutôt du... Non, on a l'impression que c'est un truc soviétique, que planifier c'est mal, parce que mais en réalité déjà c'était pas la première fois qu'on faisait l'expérience de la planification en France. À ce sujet d'ailleurs, je recommande le très bon livre de Jacques Sapir qui s'appelle Le Grand Retour de la planification justement, et qui retrace un petit peu l'historique des différents plans français en les comparant avec les plans qui ont pu être établis dans d'autres pays. Il y a notamment le Japon, l'exemple du Japon qui est très intéressant. Bref, en tout cas, en France, on a commencé à faire des plans, je crois que c'était au moment de la Première Guerre mondiale, de manière à soutenir l'économie de guerre. Dans un contexte d'économie de guerre. En tout cas, on a eu un plan en France. Je crois que le dernier plan, après... Bon, ça c'est à partir des années 70, justement, les pouvoirs confiés au commissariat au plan ont été réduits au profit d'ailleurs des ministères de l'économie et des finances, ce qui est quand même, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Donc je crois que le dernier plan en France s'est terminé début des années 90. Voilà. Et après, on a arrêté, tout simplement, en se disant non, mais maintenant, l'économie est libre, le marché va décider tout seul, et puis advienne que pourra. Advienne que pourra. Le résultat, on l'a sous les yeux aujourd'hui. La France est complètement appauvrie. Notre balance commerciale est ultra déficitaire. On a rajouté à ça Maastricht, le passage à l'euro, les institutions européennes. C'était la recette pour un désastre. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus loin, mais c'est pas totalement le sujet, donc je vais essayer d'abréger, mais en tout cas, voilà. Donc, dans les années 70, en fait, les Français se sont rendus compte de rien. Voilà. Tout ça pour dire que, comme il y avait énormément de richesses qui avaient été produites par la génération post-guerre, qu'il y ait un pillage ou pas, en fait, il y avait tellement de richesses. En plus, la France a quand même un patrimoine qui est ultra développé. On a une terre qui est extrêmement fertile, qui est riche et qui permet, en plus, une production alimentaire exceptionnelle par rapport à la taille de notre pays. Et donc, dans les années 70, les gens se sont rendus compte de rien, et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps que cette offensive, en fait, se faisait à bas bruit dans les ministères, via les hautes administrations d'État, où s'infiltraient, des agents de la finance mondialisée. Il y a eu, en France, comme dans les autres pays occidentaux, une offensive qu'on va pouvoir qualifier d'offensive idéologique. C'est-à-dire que on a eu toute la sphère intellectuelle, culturelle, les journalistes, les médias, qui nous ont vendu, à partir du milieu des années 1970, qui nous ont vanté les mérites du libre marché, de l'abolition des frontières, de l'Union européenne, puisque, encore une fois, l'Union européenne est un outil qui a été construit dans le but de servir en fait cette classe dirigeante, d'abolir les frontières et les nations au profit du marché mondial. Donc on nous a vendu partout dans les médias que désormais la France allait être un pays tertiarisé, en fait, que plus personne n'allait travailler à l'usine, que les ouvriers allaient disparaître et que tout le monde allait travailler dans des bureaux. Super. Tu me diras. Non, mais ce qui en soi est pas une mauvaise. Ce qui est, voilà, c'est plus agréable, c'est sûr que c'est plus confortable de travailler dans un bureau que de faire les 3-8 chez Renault. Oui. C'est exactement. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Au moins, les gens se sont dit, c'est super. Nos gosses, ils vont pas se casser le dos sur une chaîne de production. Ils auront une vie un peu meilleure que la nôtre. Dans le même temps, on a commencé à gonfler aussi les effectifs des fonctionnaires et des services, de manière générale, pour en fait transférer
l'économie, la faire passer d'une économie de production à une économie de service. Ça n'a pas complètement réussi, hein. Il y a encore aujourd'hui 20% des actifs en France qui sont ouvriers, encore aujourd'hui. Mais force est de constater que dans les représentations, là où ils étaient clairement majoritaires jusque dans les années 70-80, en fait, ils ont complètement disparu du paysage. On les a effacés. Et ça, c'est le fruit de cette offensive culturelle, idéologique, qui visait justement à transformer la France en une espèce de pays de service. Voilà, ils nous ont quand même dit que dans le même temps, on n'allait plus rien produire, mais que ce seraient les Chinois, ou après, quand l'URSS s'est effondré, que ça allait être les pays de l'Est qui allaient produire pour nous. Mais bon, il y a très peu de gens qui, sur le moment, se sont dit, mais attendez, il y a pas une couille dans le potage, parce que les Chinois, peut-être que là, maintenant, ils acceptent cet état de fait, mais est-ce qu'ils vont l'accepter toujours, quoi? Ça ressemble quand même un petit peu à de l'esclavage. Enfin, moi, j'aimerais pas, tu vois, être dans la situation, j'aurais pas aimé être dans la situation des Chinois et me dire, bon, en fait, on est juste maintenant, on est l'atelier du monde. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous a vendu la Chine pendant des années. Moi, je me souviens encore de mes cours d'histoire et de géographie où on te vendait la Chine comme l'atelier du monde. Voilà, comme si... Parce que là, tu fais démarrer ce processus dans les années 70, mais effectivement, c'est quelque chose qui était encore vanté des décennies plus tard. Enfin, on cite souvent dans le fil d'actu une tribune de l'économiste Julia Cagé qui date de 2010, qui s'appelle Vive la désindustrialisation. Voilà. Absolument, oui. Julia Cagé, qui a... Donc en 2010 encore, on nous vendait la France tertiarisée, sans industrie au final. Oui. Mais parce que, encore une fois, enfin, la production de richesses issue de l'après-Seconde Guerre mondiale a vraiment créé un tas d'or. Enfin, on peut se le dire franchement, de richesses matérielles concrètes. C'était énorme. Donc évidemment, une classe dirigeante dont le but est de faire le plus vaste profit possible, évidemment, elle s'est attelée à piller le plus possible. Et en même temps, ça a permis, de fait, pendant des années, les importations ont permis de compenser cette absence de production. Donc j'ai envie de dire, à partir de là, où est le problème ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, je crois, qui a révélé quand même de manière assez brutale l'impasse de l'économie de marché mondialisée, puisque on s'est retrouvé sans masque, sans matériel, on est en pénurie de médicaments. Enfin voilà, je prends juste cet exemple-là, mais c'est vrai dans tous les domaines. Mais disons que la Chine, c'est pas une économie qui a complètement adhéré au récit mondialisé. La Chine, c'est pas un pays de l'Union européenne qui est tenu par des traités de libre-échange. La Chine, c'est un pays qui, quoi qu'on en pense au niveau politique, je suis pas là pour discuter de ça, reste un pays souverain et contrôlé par le PC chinois. Donc si demain, le Parti communiste chinois dit en fait, vous voyez les usines là que vous nous avez envoyées, en fait maintenant elles sont à nous, on les nationalise. Les propriétaires des moyens de production de ces usines-là ne pourront rien faire. Et au-delà de ça, on n'y est pas encore tout à fait, mais les prémices de ça commencent à poindre. En revanche, là où on en est déjà, c'est quand la Chine dit en fait, tous ces masques-là qu'on produit, il y a une pandémie, on va les garder pour nous. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Donc on se serait... ils ont littéralement, en fait, les dirigeants, la classe dirigeante a littéralement scié la branche sur laquelle les Français étaient assis. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen de le dire, je pense. Ils nous ont saboté en fait. Ils ont pillé le pays et ils ont saboté notre capacité à survivre, puisque de notre capacité à produire dépend la capacité de la nation et du pays à survivre en fait. Enfin, c'est quand même, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ni Sciences Po pour comprendre que si tu fabriques plus de médicaments, si tu produis plus d'énergie et que tu produis de moins en moins de biens alimentaires, il y a un moment, on va se retrouver face à la raréfaction à la fois des ressources et des biens, et donc à la mise en danger de notre possibilité d'accès à ces biens, et donc à la mise en danger de notre survie même. Quand il n'y a pas à manger, on meurt. C'est simple en fait. Mais ça, cette réalité-là, cette réalité fondamentale, moi je trouve ça incroyable parce que pendant 50 ans, elle a été cachée. Et là, il faut que ça soit à la faveur
de mouvements globaux, en fait, d'évolution logique. Hein. Encore une fois, la Chine qui décide de garder finalement ce qu'elle produit pour elle, après être montée en gamme, après avoir récupéré en plus des usines et des outils de l'outil de production, les unités de recherche et développement, les technologies. La Russie, voilà, on en pense qu'on en veut, mais encore une fois, Vladimir Poutine, depuis 20 ans, ce qu'il fait, c'est récupérer le contrôle de l'État sur les moyens de production. Alors c'est pareil, c'est à la russe. Moi je souhaite pas la même politique en France. Néanmoins, il y a quand même un mouvement de la part de ces pays qu'on nomme les BRICS et qui sont en forte croissance économique, qui est la réappropriation par les nations en question de leur outil de production, de l'outil de production que la classe dirigeante occidentale a été, je vais pas dire assez bête parce que c'était pas de la bêtise de leur part, voilà, c'était voulu pour délocaliser chez eux. Donc la classe dirigeante dont tu parles... La bourgeoisie financière, oui. Aurait organisé ça, dans quel but? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour accroître son profit, en fait. Enfin, c'est pas pareil, hein, c'est pas une théorie du complot, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement que, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que le gars qui possède des usines a intérêt à ce que la production coûte le moins cher possible pour pouvoir le vendre au prix le plus élevé possible. Enfin, je veux dire, c'est pareil, c'est des maths de base. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, juste pour augmenter son taux de profit, elle a organisé ce truc-là. Et autant, tu vois, les propriétaires des moyens de production, la bourgeoisie financière, qu'elle ait œuvré à ça, c'est compréhensible. Parce que c'est son... voilà, chaque groupe social dans toutes les sociétés cherche à survivre d'une manière ou d'une autre, et donc à s'approprier les ressources d'une manière ou d'une autre. Là où pour nous c'est devenu un problème, c'est que nos dirigeants politiques, les gouvernements, les ministres, les hautes administrations, hautes ou d'ailleurs locales hein, même, se sont mis à servir ces gens-là, parce qu'ils en ont retiré du profit. Même s'ils sont pas tout en haut de l'échelle, ils en ont tiré quelque chose, ils en ont tiré un intérêt pécunier, c'est évident. Il y en a même à la faveur des portes tournantes, bon, ils passent un petit peu d'un milieu à l'autre. Vas-y que je passe de la banque Rothschild à la présidence de la République, pour n'en citer qu'un. Je ne vois pas de qui tu parles. Voilà, on ne voit pas de qui on parle. Non, mais maintenant, faut faire attention en plus, hein, parce que voilà, on t'accuse vite fait de complotisme. Mais je veux dire, enfin, ça, c'est des faits, quoi. Donc, disons que là où c'est beaucoup plus grave pour la France, c'est que les dirigeants politiques, au lieu de protéger les Français, au lieu de protéger la nation contre les offensives qui sont tout à fait normales de cette classe-là, afin qu'on ne meure pas, eh ben ils en sont fait les serviteurs. Ils ont préféré se faire les serviteurs des pillards plutôt que de faire leur boulot de serviteurs du peuple. Et vraiment, le tournant s'est fait après le général de Gaulle. Voilà, le général de Gaulle qui, il y a eu déjà des offensives, il y a eu la construction européenne. Je pense que le général de Gaulle a aussi mis le doigt dans l'engrenage, notamment avec la construction européenne. Mais il y avait vraiment cette volonté de défendre la souveraineté des Français. Et la souveraineté, c'est pas un mot... Enfin voilà, je sais qu'il est beaucoup utilisé en ce moment par les politiques, pour de la com, etc. Mais la souveraineté, c'est quoi en fait? C'est la capacité à décider pour soi-même. C'est la base de la politique. En tout cas, à mon sens, c'est la base de la vie d'une nation, c'est que cette nation puisse décider pour elle-même. Et pour décider pour toi-même, tu peux pas être dépendant des autres. Il faut être fort, en fait. Il faut être capable d'être fort, parce que sinon, si t'es dépendant des autres, en fait, les autres, ils te tiennent ça comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu fais pas ce qu'on veut, attends, on te livre pas les masques. Ah. Mais ça, c'est un phénomène nouveau, du coup. Le fait que une sorte de mouvement de démondialisation, où effectivement les phénomènes des questions géopolitiques font que des pays qui jusque-là faisaient du commerce avec nous et nous fournissaient les biens nécessaires, le font de moins en moins ou dans des conditions de moins en moins favorables. Ça dépend pour qui. Mais alors, est-ce que c'est nouveau ou pas? Moi, je sais pas. Je suis d'avis que la géopolitique commande le politique. Hein. De toute façon, c'est aussi effectivement la puissance d'une nation
sur la scène internationale qui va lui permettre de peser dans le game ou pas. Donc à partir de ce moment-là, ça a toujours été, les circonstances géopolitiques ont toujours influencé le politique. Après, oui, depuis une bonne vingtaine d'années, on constate que les nations qui ont joué ce jeu-là parce qu'ils n'avaient pas le choix, et je pense notamment à la Russie, qui, après l'effondrement du bloc soviétique, a été, si c'est possible, encore plus ravagée que ce qu'elle avait été par 70 ans de régime communiste. Hein. Mais disons que les années 90, de l'avis de tous les gens qui connaissent un peu la Russie ou qui y ont vécu, c'était des années noires. C'est au point qu'il y a aujourd'hui énormément de Russes qui regrettent l'URSS. Donc l'URSS où on sait que c'était tellement bien organisé que les gens avaient du mal à trouver à manger. Donc pour que ce qui est venu après soit tellement horrible que les gens regrettent ce qu'il y avait avant, c'est que l'offensive de pillage a été énorme. Et dans les années 90, c'est là que les mafias se sont mises à gérer la Russie, puisque de toute façon, quand c'est le chaos et que c'est la liberté et que chacun fait ce qu'il veut, c'est, encore une fois, c'est le plus fort qui décide. Et là, les plus forts, c'était qui ? C'était ceux qui avaient le contrôle des moyens de production de la Russie. Enfin voilà, c'est l'exemple de la Russie, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler de l'Inde, mais en gros, depuis une vingtaine d'années, au tournant de l'an 2000, toutes ces nations qui avaient été ravagées d'une manière ou d'une autre par la classe dirigeante occidentale, se sont mises petit à petit à récupérer le contrôle, en prenant tout ce qu'on leur envoyait. Ils ont joué le jeu. Maintenant, ils sont en position de force, ils sont en position de dire, maintenant on contrôle nous la production, donc c'est nous qui allons être souverains, et c'est nous qui allons décider. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait une vingtaine d'années, mais bon, tous les économistes, les experts, tu les écoutes même encore aujourd'hui, y en a plein qui te disent « Ah non, il faut plus de libre marché ». Mais ça percute un peu. On va revenir également à des questions nationales. Parce que tu parles de ce processus qui a commencé dans les années 70. Oui, parce qu'effectivement, dans mon livre, je parle pas des questions internationales. Ça, d'ailleurs, c'est pour un autre livre en projet. Vous avez l'info. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ce processus-là ne s'est pas fait non plus sans heurts en France. Les années 70 coïncident aussi avec le début du chômage de masse, avec... Il y a peut-être un lien. Alors, il y a peut-être un lien, justement. Le lien, c'est quoi ? Si le pivot semble toujours se trouver précisément au milieu des années 70, c'est peut-être pas pour rien non plus, puisque avec le début du déclin de la production, et encore une fois, il a fallu plusieurs dizaines d'années avant que les Français en ressentent directement les effets. Mais néanmoins, il y avait quand même des indices, et notamment l'installation dans le paysage social français d'un chômage structurel qui est monté jusqu'au 10% de la population active, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et d'ailleurs, ça fait depuis 50 ans que c'est la course au plein emploi. Non, il y a une vingtaine d'années, ils ont arrêté. mais disons que pendant les années à partir de la fin des années 70 et toutes les années 80, c'est quelque chose que quand tu regardes en fait les entretiens avec les politiques et les déclarations télévisées, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Comment enrayer en fait l'emballement du chômage, chacun y va de ses petites solutions, etc. Et en fait, personne voit le truc qui est là comme le nez au milieu de la figure, qui est que il y a peut-être une corrélation entre le fait que vous fermez les usines et le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent au chômage et qui retrouvent pas de travail. Mais voilà. C'est le moment aussi où les taux de croissance commencent à... C'est le moment du premier choc pétrolier. C'est juste après la fin des accords de Bretton Woods, donc la fin de la correspondance entre l'or et le dollar, et donc c'est vraiment le moment où il y a la primauté du dollar, le règne, on va dire, c'est même pas la primauté, c'est le règne du dollar qui est précisément, c'est l'instrument monétaire de la bourgeoisie financière américaine, ça tombe bien. En fait, le pivot se fait vraiment au cœur des années 1960, toute la décennie des années 1970. Jusque-là, on a beaucoup parlé du passé, mais ton livre, donc, je rappelle du coup le livre, Il est venu le temps des producteurs, disponible en précommande. Jusqu'au 1er avril, c'est pas une blague.
C'est pas une blague. Donc le lien est dans la description. Oui. On expliquera tout à l'heure pourquoi c'est comme ça qu'on peut se procurer le livre et pas autrement, parce que c'est Oui, intéressant on va en aussi. parler, oui. Mais C'est lié, hein, quelque part, avec... alors on parlera de tout ça tout à l'heure, mais ton livre, du coup, c'est pas un livre d'histoire Non. à proprement parler. Tout ça sert à éclairer le présent. Oui, mais c'est ça. L'histoire permet de comprendre que ce qui nous arrive, en fait, n'est pas le fruit du hasard. Il est le fruit d'un processus historique. Et là, en fait, le cours de l'histoire, en fait, il est pas linéaire. Il y a des fois où l'histoire s'accélère, et là, on est dans une accélération véritable de l'histoire. Et donc voilà. Mais ça a une racine, et c'était vraiment ça que je souhaitais mettre en lumière. Effectivement, d'ailleurs, il y a que la première partie du livre qui est véritablement sur le passé. Le livre est construit en 3 parties, il y a que la première partie, et encore, hein, parce que même dans la première partie, je ne parle pas que du passé, il y a aussi le constat actuel. Mais oui, enfin le but, je suis pas historienne, hein. Là, enfin moi j'essaye d'apporter effectivement un éclairage pour qu'on puisse comprendre ce qui nous arrive et comment s'en sortir. Oui, donc on a évoqué la manière dont certaines contradictions apparaissent aujourd'hui, comment effectivement ce modèle nous a privés de nos capacités à produire. Quelque chose qui est très présent aussi dans ton livre, c'est justement, pour revenir au présent, le fait qu'aujourd'hui, si on a l'impression de choses qui se dégradent, si on a l'impression que la situation... un sentiment d'appauvrissement, un sentiment de dégradation. Un sentiment, non mais justement, c'est parce que pour toi, la classe dirigeante, ce que tu appelles la classe dirigeante, n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de continuer à serrer la vis toujours plus au peuple français. Bah oui, bah déjà où il y a les contradictions qu'elle a créées à l'extérieur de la France qui commencent à venir lui mettre des petites claques dans la figure. Donc ça c'est quelque chose qui vient renforcer en fait on va dire son effondrement qui est en cours. Mais en plus de ça, sa vocation, c'est de faire le plus de profit possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire le maximum de profit possible. Et donc pour ça, ben si elle peut plus prendre aux producteurs, elle va le prendre où? Elle va le prendre dans ce qui reste. Donc elle va le prendre dans la terre, elle va le prendre dans les ressources qui nous restent, elle va le prendre, elle va le prendre aux Français. Elle va augmenter les taxes, elle va essayer de mettre en place des systèmes pour nous faire payer plus et lui rapporter un petit peu plus au passage. Sauf qu'il y a un moment où la France va arriver au point de rupture, où les Français sont exsangues aussi. Il y a plus rien à pomper. Donc elle peut pas fonctionner autrement. Voilà, hein, c'est triste à dire. Hein. Moi j'aimerais bien pouvoir me dire mais bon. Il suffirait qu'ils prennent conscience de leur erreur, il suffirait qu'ils reviennent à des politiques d'intérêt national, et puis tout irait pour le mieux. Ça serait génial, ce serait l'idéal. Franchement, moi, si ça pouvait être le cas, j'applaudis des 2 mains. Mais dans la mesure où ils ne peuvent survivre que en pillant les fruits du travail des autres, à un moment donné, ils peuvent pas revenir en arrière. Et c'est triste, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai une forme de, bon après, j'étais pas née, mais j'ai une forme de nostalgie en fait où je me dis, finalement, il y avait à certaines époques, une bourgeoisie qui, certes, avait son intérêt privé de faire le plus haut taux de profit possible, mais qui en même temps a permis à la France de développer sa richesse, de développer ses transports, de développer un système d'éclairage public, d'eau, etc. Là, je parle du 19e siècle. Mais je veux dire, il y a eu énormément d'avancées, en fait, avec cette classe, jusqu'au moment où c'est la partie finance de cette classe-là qui a pris le dessus, en fait. Et là, ils peuvent rien faire d'autre. J'en suis vraiment désolée. Concrètement, hein, s'ils continuent, ce qui va arriver si on les fout pas dehors, très concrètement, pour nous, au bout de ça, pour la France, pour les Français, et je parle physiquement et à la fois individuellement et collectivement, il y a la mort. On va mourir, en fait. On va mourir si ces gens continuent de nous diriger. Puisque on voit bien que c'est pas l'appauvrissement des gens, c'est pas le fait qu'il y ait de plus en plus de Français qui aient même du mal à manger, qui ne puissent plus se chauffer, qui les arrêtent. Ils sont, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que pour eux c'est juste un dommage collatéral. C'est peut-être malheureux pour certains, ils se disent c'est malheureux, mais en attendant, eux aussi il faut qu'ils survivent en fait. Et pour survivre, il faut qu'ils prennent.
Et donc il y a un ensemble de phénomènes dans le livre aussi que tu présentes comme des symptômes de cette volonté de prédation qui vont de la crise agricole qu'on connaît au développement des énergies renouvelables. Oui, enfin les deux sont même liés d'ailleurs. En fait, c'est pas tant des symptômes que juste la suite logique. C'est le cancer qui s'est propagé à d'autres endroits qu'il n'avait pas encore touchés. Je fais pas cette comparaison-là au hasard. Je sais qu'elle est très lourde de sens et c'est pas pour rien que je la fais. D'ailleurs, c'est que, comme je l'ai dit, si on ne se débarrasse pas de ces gens-là, en fait, à la tête de la société, on va mourir. Il y a une main basse sur les terres agricoles, voilà, alors, oui, sur la production d'électricité qui était jusqu'alors quelque chose qui était géré par l'État. Qui était géré par l'État, qui était de propriété des Français surtout, parce que aujourd'hui on distingue, et c'est pareil, c'est super triste, mais on distingue la volonté et l'intérêt de l'État de la volonté générale du peuple. Mais normalement, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, l'État, c'était l'émanation de la volonté du peuple. C'est même dans notre Constitution. Donc, rien que en fait ça devrait nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que nos dirigeants sont au service d'autres que le peuple français. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, alors on va prendre la crise agricole, si tu veux bien. Encore une fois, c'est pas tant une crise que une évolution logique. C'est une autre métastase de la maladie de la finance. C'est la France est malade du libre-échange, elle est malade de la prédation de la bourgeoisie financière, et ça, c'en est une émanation, effectivement, puisque on le voit dans ne serait-ce que la revendication principale des agriculteurs pendant tout ce mouvement, c'était on ne veut pas mourir. Ils sont en train de nous tuer, que ça soit avec les normes, que ça soit avec l'accaparement des terres, que ça soit avec les aides de la PAC qui ont été, et je suis sûre que le général de Gaulle ne l'avait pas du tout prévu comme ça, il n'empêche que les institutions étaient pourries dès le départ, donc la PAC, ça a été un moyen de mettre nos agriculteurs qui n'en avaient pas besoin sous perfusion, comme s'ils étaient à l'agonie, sauf que après des décennies, oui, ils le sont devenus en fait, ils sont devenus eux aussi malades. Alors, la plupart en fait peuvent même pas envisager de se passer des aides de la PAC. Encore que, même les aides de la PAC, elles sont, là aussi, pompées, tu sais, comme un robinet au bout d'un tuyau. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a les aides de la PAC, qui proviennent d'ailleurs de l'argent des Français, c'est l'Union européenne qui nous reverse une partie de ce qu'on lui donne. Donc déjà, on se fait racketter une fois. Et puis ensuite, il y a donc les aides de la PAC qui arrivent, qui passent dans le tuyau pour arriver au bout, où il y a le robinet, aux agriculteurs. Sauf que, sur ce tuyau, sont venus se greffer tout un tas d'administrations, d'institutions, de structures parasites qui prennent de l'argent de la PAC alors qu'ils ne font même pas d'agriculture. Enfin là, il suffit de regarder, et c'est sur le site du gouvernement, il y a tout un tas d'associations artistiques pour la défense des communautés, il y a un truc pour la défense des droits des femmes au Maroc, il y a des trucs LGBT parisiens, etc., qui touchent des aides de la PAC. On parle de dizaines de milliers d'euros. Là où les agriculteurs, eux, ils payent des amendes s'ils taillent leur haie une semaine trop tôt. Et voilà. Et pourquoi est-ce que ces associations qui n'ont rien à voir avec l'agriculture touchent des aides de la PAC ? Sans doute parce qu'une fois ils ont fait une fresque sur l'écologie, et puis voilà, ça justifie. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est un système très très bien rodé où il y a plein d'intermédiaires en fait à chaque fois parasites qui pompent l'argent des Français. Et puis autre exemple, c'est celui des énergies renouvelables. Et là, on est vraiment sur l'exemple parfait. C'est-à-dire que c'est déjà les énergies renouvelables, les éoliennes, les méthaniseurs, les panneaux photovoltaïques, ça produit que dalle d'électricité. Ça ne permettra pas à la France de vivre comme l'exemple de l'Allemagne, notre modèle nous le montre, puisqu'ils en reviennent et que maintenant ils sont obligés de rouvrir des mines de charbon parce qu'ils ont plus d'énergie, vu que les Américains leur ont coupé le gaz. Mais c'est encore une autre question. Mais en tout cas, donc, on installe à la place des terres agricoles, c'est même pas l'approbation, c'est même plus l'encouragement, c'est l'obligation posée par les pouvoirs publics, la loi APER, c'est ça, c'est l'obligation pour chaque commune d'avoir un certain nombre des parcelles de la commune dédiées à la
production, on va le mettre avec des gros guillemets, d'énergie via soit des éoliennes, soit des panneaux photovoltaïques. Les trucs sont installés par des espèces de start-up qui ne fabriquent rien, qui ne produisent rien, mais qui touchent par contre beaucoup d'argent public parce qu'ils promeuvent l'installation d'éoliennes ou de panneaux solaires. Ce système est opéré par des espèces de courtiers qui vont démarcher les agriculteurs qui sont le couteau sous la gorge pour leur dire vous allez toucher 3 000 euros si vous remplacez en fait vos élevages, si vous remplacez vos cultures par des panneaux photovoltaïques ou vous mettez des éoliennes dans vos champs. Donc en fait on a organisé la ruine des agriculteurs et maintenant en plus on vient leur dire oui c'est pour vous aider. Et tout ça dans le but d'engraisser qui ? Parce que qui possède au final tous les parcs éoliens, photovoltaïques et autres qui, je le rappelle, ne produisent pas suffisamment d'électricité pour approvisionner la France, donc c'est bien que le but n'est pas là, parce que si le but était d'approvisionner les Français, on n'aurait pas arrêté Astrid, on aurait rénové les centrales nucléaires, comme d'ailleurs le plan Messmer, qui est le dernier vraiment plan, il a été fait dans l'intérêt national, c'était dans les années 70, mais ça a été vraiment le truc qui nous a sauvés. Mais c'est celui qui lançait en fait la construction massive à échelle nationale des centrales nucléaires. Mais bref, et donc ces petites startups, ces petits courtiers là, eux, ils prennent l'argent public, donc ils sont engraissés sur le dos des gens, des Français. Et derrière, ils revendent en fait, parce que ça les intéresse pas de gérer des parcs éoliens. Donc en fait, ils les revendent systématiquement à qui ? À des fonds d'investissement qui ne sont pas français d'ailleurs, pour la plupart. Et c'est qui les fonds d'investissement ? Enfin, c'est la bourgeoisie financière. Et en fait, ça revient, c'est encore un moyen de prendre de l'argent directement et indirectement dans la poche des Français, de les racketter 1, 2, 3, 4 fois, avec en plus la mise en péril en parallèle par les dirigeants de notre capacité à produire de l'électricité, via, c'est ce que je disais, l'absence de rénovation des centrales nucléaires et le fait d'avoir arrêté Astrid et même jusqu'à il y a encore quelques années, on nous disait il faut fermer toutes les centrales. Voilà. Et tout ça pour engraisser qui ? Pas toujours les mêmes. C'est presque un cas d'école. Ouais. Donc on a aujourd'hui une classe dirigeante qui est devenue essentiellement parasitaire, qui doit pomper toujours plus aux producteurs, aux Français, aux agriculteurs là en l'occurrence, qui pompent toujours plus jusqu'à, tu as dit, ça va mener à la mort du pays. Donc, tu suis la logique jusqu'au bout, c'est ça. Alors on va se poser, donc eux ne s'arrêteront pas. La situation est appelée à se dégrader toujours plus si rien ne les stoppe. Donc la question, on va passer à la suite. Comment on se sort de tout ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les dégager. Alors, déjà, il faut les dégager, mais les dégager tout seul, s'il y a rien derrière, ça sert à rien. Donc c'est les dégager pour, à la place, organiser la société en fonction de l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est déjà la survie. Donc c'est la production des biens nécessaires à la survie de tous les Français. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions, puisque la classe actuellement au pouvoir n'est pas capable d'organiser la société dans l'intérêt des Français. Il faut trouver une classe qui le puisse, et qui soit non seulement légitime à le faire, mais aussi en capacité concrète de le faire. Et la seule classe, moi, que je vois, et c'est pour ça, d'où le titre du livre, la seule classe que je vois à même d'être capable d'organiser la société dans l'intérêt de la production nationale, puisque son intérêt à elle, à cette classe, se confond avec l'intérêt national, ce sont les producteurs, c'est la classe des producteurs. Donc d'où le titre de ton livre, il est venu le temps des producteurs, donc c'est là la grande thèse de ton ouvrage, les seuls à même d'arrêter le pillage en cours, la destruction en cours, c'est ceux qu'on croyait disparus, à savoir les producteurs que tu opposes aux profiteurs. Oui. Donc alors j'ai envie de te poser la question, les producteurs c'est qui ? C'est quoi qu'est-ce qui les caractérise Pour le coup, c'est assez simple. C'est ceux qui produisent la richesse, matérielle et concrète qui permet de subvenir à nos besoins. C'est-à-dire, déjà les agriculteurs, on en a parlé, mais aussi les ouvriers, les ingénieurs, donc tous ceux qui travaillent en fait dans le processus de production et qui permettent, qui arrivent dans notre assiette, dans nos foyers, l'électricité, ou qui fabriquent tous les biens dont on peut avoir besoin, encore une fois, des médicaments aux pièces de voiture en passant par le textile. Voilà. Et donc c'est tous ces gens qui travaillent dans cette sphère-là. À ces producteurs vraiment directs, je rajouterai quand même ceux qui acheminent
les biens produits d'un endroit à l'autre de la France, puisque si t'as pas de transporteur, tu fabriques tes 12 tonnes de Doliprane. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les emmène dans les pharmacies pour qu'après elles soient accessibles à tous les Français. Je dis Doliprane, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc tous les gens qui par leur travail en fait permettent que les Français accèdent à ces biens produits. Et après, dans une société fonctionnelle, il n'y a pas que des gens qui fabriquent des trucs ou qui produisent de l'alimentation ou de l'énergie, évidemment. S'ajoute aussi, c'est pas vraiment une classe puisque c'est pas une classe en soi, mais il y a tout un tas de gens dont la possibilité à survivre, alors là pour le coup individuellement, dépend de l'existence des producteurs. Truc qui va paraître bête, mais le propriétaire d'un restaurant ouvrier, le coiffeur dans une petite ville industrielle, voilà, tout ça, c'est des services, donc c'est pas des métiers de production. Néanmoins, ils ont intérêt à la présence proche, pas trop loin d'eux, sur le sol français, d'un outil de production, de manière à ce que les gens qui fabriquent la richesse, déjà leur fournissent au niveau privé les biens dont ils ont besoin, mais aussi leur fournissent du travail. Parce que s'il y a plus que des ouvriers au chômage, comme c'est le cas dans la région dont je suis originaire, et encore dans la région dont je suis originaire, il y a la moitié des gens qui sont partis bosser au Luxembourg, ce qui est aussi un problème, mais bon, voilà. Mais disons, s'il y a plus que des gens au chômage, ils n'ont plus besoin de rester ouvriers, ils ont plus les moyens d'aller chez le coiffeur. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout en cascade, en fait, découle de la question de la production. C'est-à-dire que quand tu produis plus de richesse, tous les gens qui dépendent directement des producteurs, en fait, ça dépérit aussi comme un halo, en fait. Le halo s'éteint avec la lumière qui est au milieu. Et après, au-delà de ça, et là, je vais en venir à la question d'une autre classe. Alors, bon, c'est peut-être un peu long. Après, je vais peut-être pas forcément développer tout parce que je l'ai déjà développé dans d'autres entretiens et je le développe dans le livre. Mais disons que t'as aussi tous les métiers de service dont les Français ont besoin, où qu'ils se trouvent et qu'ils soient producteurs ou non, à savoir des instances qui permettent d'assurer leur sécurité, leur santé, l'éducation de leurs gamins. Donc, à savoir, en gros, la police, la médecine, les hôpitaux et les écoles. Voilà, et l'éducation. Justice, voilà. Et si on ne produit plus rien, qu'on ne fabrique plus de richesse, et que du coup, on en vend plus, que notre balance commerciale est déficitaire, forcément, la France a moins d'argent. Donc la France a aussi moins d'argent à mettre dans ces services essentiels, là. Donc la police, la santé, la justice, l'éducation. Pour que les services puissent se passer, il faut qu'il y ait une production. Absolument, mais c'est en ça que je te dis, en fait, pour moi, tout découle vraiment de la présence sur le sol français d'un outil de production. C'est vraiment, c'est le cœur du problème, et c'est pour ça que au début de l'entretien, tu disais, tu ramènes à peu près tous les problèmes à cette question, mais c'est parce que en fait, c'est pas que tous les problèmes peuvent y être ramenés, c'est que toute l'organisation de la société découle de notre capacité à produire et à subvenir aux besoins de tout le monde. Parce qu'il est de bon ton, justement, aujourd'hui, quand on pose la question du pourquoi, il est toujours de bon ton de dire qu'il y a une multiplicité de facteurs qui expliquent, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des questions, quand même, qui semblent difficiles. Oui, c'est plus compliqué que ça. Laissez les experts s'en occuper, et puis vous, braves gens, dormez, et ça ira bien. Oui, on voit le résultat aujourd'hui, quoi. Non, il y a des questions qu'il est difficile aujourd'hui de lier, de faire découler directement de la production. Tu parlais directement ou indirectement, voilà, mais tout découle de ça, ouais. S'il y a plus d'argent parce qu'on produit plus rien, il y a plus d'argent pour payer les policiers. Déjà, rien que ça. C'est bête comme chou, Pareil, on va me dire, ah oui, mais l'immigration, etc. Mais pareil, l'immigration, je suis désolée, elle est organisée de telle manière à ce que on ait des gens encore viables à merci qui viennent concurrencer les Français. C'est le souhait, en fait, de la classe dirigeante. C'est pour ça qu'elle parle de libre circulation aussi bien des personnes que des capitaux et des biens. C'est parce que le marché libre, en fait, il s'applique aussi aux êtres humains. C'est le marché des êtres humains, en fait, c'est tout. Et donc, voilà, il faut faire rentrer le plus possible de gens qu'on va pouvoir sous-payer. On va les parquer tout autour des villes pour qu'ils fassent les larbins. Et puis, oui, comme ils vont pas être intégrés parce qu'il y a plus de société, parce qu'il y a plus rien qui tient, parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il y a plus de production, ça va forcément créer des problèmes de sécurité, ça va forcément créer des problèmes même d'hygiène. Voilà, encore une fois, c'est pas... moi, ça me paraît assez clair, comme logique. Après, peut-être que tout le monde va pas être d'accord avec moi, et ok, il y a pas de problème, on en discute. Mais ces problèmes-là peuvent aussi
être lié à la destruction volontaire, consciente et organisée de l'outil de production français par la classe dirigeante, par ceux qui ont pris le pouvoir. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais pour moi, vraiment... Et alors, du coup, une société qui serait construite autour de la question de la production, et donc organisée par les producteurs, ça ressemblerait à quoi, en fait? C'est pas à moi d'en décider, pour le coup. Moi, je suis pas un producteur. Je suis pas une productrice. Une productrice de contenu YouTube, ça compte pas, si tu veux, tu vois. Donc, pour moi, c'est la réappropriation par les producteurs, à la fois de l'outil de production et des institutions et de l'État, de manière à organiser la société, voilà, dans l'intérêt général. Et ça passerait par, déjà, c'est bête, mais tous les... Pour moi, après, voilà, pareil, on peut en discuter, mais pour moi, ça doit passer par l'éviction totale de ceux qui, pas juste la classe dirigeante, mais aussi tous ceux qui, à la tête de l'État, ont cautionné la destruction de l'outil de production. Parce qu'aujourd'hui, tous ces gens parlent de ces questions-là. Macron parle de réindustrialisation. On nous a... Là, oui, il parle beaucoup. Il fait pas grand-chose, mais il parle beaucoup. Ouais. Il s'oppose, soi-disant, au traité UE-Mercosur. Oui. Et puis à tous les autres traités, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, comme c'est l'UE qui décide, il s'en fout. Il essaye de faire le kéké. Enfin, je suis désolée, mais il y a un moment, je veux dire, il suffit de regarder les faits. Emmanuel Macron, il parle beaucoup. De toute façon, la classe dirigeante n'a plus que ça. Donc ils sentent très bien le vent tourner, en fait. Ils sentent très bien que les Français, ils en ont marre, en fait, de la manière dont les choses sont organisées. Il sait très bien, et lui et toute sa clique, voilà, enfin je fais pas de distinction, c'est juste que c'est lui là qui est la cible. Mais disons que ils savent très bien, en fait, au gouvernement, que la survie de leur classe est menacée par les contradictions qu'ils ont créées, à la fois en externe, mais en interne aussi. Donc c'est le mécontentement des gens, et le fait que les gens sont en train de crever, et qu'ils vont peut-être pas se laisser assassiner sans rien dire, en disant oui, merci, prenez-nous encore un peu plus de sang, s'il vous plaît. Enfin, je sais pas, c'est l'instinct de survie des gens aussi, il y a un moment qui vient... Voilà, donc ils ont très bien compris ce que les gens avaient envie d'entendre. Mais ils ne peuvent pas donc répondre à cette attente-là. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, non seulement ils peuvent pas répondre à cette attente-là, mais en plus, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler maintenant. C'est parler. Et sauf qu'il y a un moment, c'est comme en URSS, les usines Potemkin, ça finit par se voir, quoi. Ça finit par se voir que c'est pas des vraies usines et que c'est des mecs qui tapent sur des casseroles derrière des grandes photos. Et vraiment, là, la réindustrialisation d'Emmanuel Macron, c'est ça. Oui. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, puisque on a fait un certain nombre de fils d'actu pour justement confronter les discours de l'exécutif avec la réalité de la réindustrialisation. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui nous regardent à aller voir les fils d'actu en question. qui sont sourcés, chiffrés, etc. Mais voilà, c'est du vent, en fait, c'est juste de la com. Le problème, c'est que là, on est à une époque de retour aussi de la réalité, et la réalité, c'est un truc qui aime bien mettre des claques dans la gueule quand on nie son existence. Donc, il y a un moment, oui, ils vont pouvoir dire et faire ouin-ouin, mais la réalité, elle va les atteindre comme à tout le monde. Donc... Je sais plus, on était parti sur une autre question au début, mais bon, c'est pas grave. On parlait de ce que serait une société organisée autour de la production, du coup, par les et donc nécessairement par les producteurs. Forcément, c'est obligé que ce soit par les producteurs, puisque il n'y a que dont l'intérêt est, si tu veux, convergent avec l'intérêt national. Là, la classe dirigeante actuelle, clairement, elle est plus légitime parce qu'elle n'est plus en capacité d'organiser la société de manière à ce que tout le monde vive décemment. Au contraire, d'ailleurs, si son règne perdure, on va tous crever. Donc il y a plus que les producteurs. Enfin, je suis désolée, ça va pas être les profs et les infirmières qui vont organiser le pays. Même si, encore une fois, je suis pas en train de dire que il faut plus qu'il y ait de profs, ni d'infirmières, ni de policiers. C'est pas du tout ça. Mais leurs intérêts s'opposent pas en soi à ceux des producteurs. Pas en soi, non. Pas en soi. Mais dans la mesure où ils sont aussi les garants d'un ordre social, et qu'ils servent par défaut l'ordre social établi. Encore une fois, c'est la réalité, ça vous plaît pas, c'est pareil en fait, c'est comme ça. Et du coup, c'est pas les profs qui vont organiser la société, aussi utiles soient-ils, mais ils sont pas fondamentaux. C'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs autres entretiens, c'est que c'est pas souhaitable, mais tu peux avoir une société
sans prof, tu peux avoir une société sans police, tu peux avoir une société sans médecin. C'est vraiment pas souhaitable. Mais tu peux vivre comme ça. Il y a peut-être beaucoup de profs, par contre, qui seraient d'accord pour dire qu'il faut une société sans police. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, après, ils sont dans leur tunnel tous aussi. Mais voilà, disons que, tu vois, il peut y avoir de la vie, en fait, sans juge, sans fonctionnaire des impôts même, c'est pas mal. Mais non, mais je veux dire, la vie peut exister. Sans nourriture, la vie n'existe pas. Donc voilà. Donc là, on revient à des questions où c'est vraiment les besoins primaires qui... Ah ben, en fait, c'est la base. Encore une fois, ça veut pas dire que le reste n'est pas important, hein. Bien sûr, évidemment, enfin, là, je caricature un petit peu aussi. Mais disons que, pour moi, là, on est dans une période où il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Parce que, justement, le règne de la bourgeoisie financière nous a fait oublier ces fondamentaux. Il nous a fait oublier que c'est la production qui est au cœur de tout, que c'est de la production que dépend notre survie. Et ils nous l'ont fait oublier sciemment parce que ça les arrangeait. Parce que s'ils avaient continué à nous dire la production c'est fondamental, bah ils auraient pas pu faire en sorte qu'on accepte que en même temps ils délocalisent les usines. Parce que tout le monde se serait dit non mais attendez, enfin c'est idiot, pourquoi vous faites ça? Et ils les auraient sans doute pas laissés. Mais voilà, le fait est qu'ils nous ont fait oublier ça. C'est le moment d'ailleurs où ils ont décorrélé la question de la richesse nationale de celle de la production. Oui, absolument. Qui est quelque chose qui a déjà été traité sur cette chaîne. Qui est quelque chose qui a déjà été traité sur cette chaîne et avec beaucoup de brio d'ailleurs grâce à toi. Hein, c'est à toi qu'on doit cette magnifique vidéo sur le PIB et la PIB, hein, donc le produit intérieur brut qui a remplacé dans les institutions la production intérieure brute. Ce qui veut tout dire, en fait. Puisque aujourd'hui, on inclut même bon après c'est marginal, mais quand même, le trafic de drogue, la prostitution, on compte 2 fois les loyers des maisons dont les gens sont propriétaires. Enfin, voilà, enfin, c'est à chaque fois, c'est un tour de passe-passe pour créer de la richesse qui n'existe pas et qui permet de masquer que la France, en abandonnant son outil de production, en fait, s'est appauvrie. C'est tout, en fait. Et du coup, là, bah oui, il faut revenir aux fondamentaux, il faut faire ce retour aux sources. Sur ce sujet-là, ce sera peut-être le mot de la fin. Ouais. On va quand même vite fait parler du livre en lui-même. Donc le livre, il est venu le temps des producteurs, qui du coup est édité par le fil d'actu. Ouais. Ce qui n'est pas un choix de notre part. Non. Alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu, même si c'est quelque chose dont tu as déjà parlé en vidéo, est-ce que tu peux nous dire les problèmes que tu as eus avec ton livre qui visiblement ne plaît pas à certains? Oui, qui continue de se poser d'ailleurs. Hein. Voilà, hier, voilà. Donc on tourne cet épisode-là à la mi-mars. Encore hier, donc le 14 mars, il y a eu un épisode. Donc bon, je vais vous en parler. Mais c'est vrai que initialement, en fait, enfin moi, c'est bête, hein, mais je suis pas éditeur. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne le marché du livre. Et heureusement que toi, tu as une formation dans l'édition. Mais sinon, ça aurait été très compliqué. Mais par contre, tu avais un éditeur jusque-là. Tu as déjà édité des livres qui ont été, dont le dernier, qui a ton nom avec Greg Tabibian, hein, on va le redire, qui était en librairie, qui était disponible en librairie, qui était chez un gros éditeur. Oui, absolument. On ne citera pas. Maintenant qu'on citera pas, puisque j'ai un peu babé. Visiblement, tu n'es pas édité. Non, bah ils ont pas voulu en fait. Ils m'ont vraiment fait poireauter. Un coup, c'est ah oui, on est super intéressés, c'est génial, c'est super bien écrit et tout. Et puis après quelques mois à me faire un petit peu tourner en bourrique, c'est bah finalement je rends un avis négatif, non, parce que le livre est trop radical, voilà, pour avoir sa place dans le catalogue de tel éditeur. Et le pire en fait là-dedans, c'est que à la limite, je t'avoue que quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis un petit peu doutée. Je me suis dit ça va être beaucoup trop subversif. Pas parce que j'insulterai des gens ou que je ferai des révélations sur Brigitte Macron, par exemple. Non, y a rien de tout ça. C'est simplement une analyse, en fait, de la société où j'essaye de revenir aux origines, donc du grand pillage français, et d'expliquer quel est, selon moi, en fait, le moyen pour les Français de sortir de la mouise dans laquelle nos dirigeants nous ont mis. Mais je me suis dit, en fait, il y a un caractère vraiment trop subversif à ce bouquin. C'est-à-dire qu'une fois
qu'on a compris, qu'on a vu en fait comment les choses se sont réellement passées, on peut pas revenir en arrière. Tu vois, on peut pas le dévoir. Tu vois, c'est pas genre on peut oublier un fait ou quoi. C'est une fois que t'as mis des choses bout à bout, que les pièces du puzzle se sont mises en place bien comme il faut, eh ben c'est trop tard. Et il y a une radicalité aussi parce qu'il y a une explication de fond du pourquoi du problème et comment le problème actuel, en fait, il y a qu'une seule manière de le régler. Oui, mais sauf que la manière en question, elle va impliquer, alors pas directement, mais par ricochet, que tous les agents de la classe dirigeante vont perdre leur statut. Et s'ils ont de la chance, ils perdront pas la tête. Mais voilà, qui vont perdre leur statut social, qui vont perdre leur position dominante au sein de la société. Et parmi ces gens, on va dire qui sont les agents de la classe dirigeante, j'inclus aussi les intellectuels, les gens du monde de la culture et des médias, et de fait, alors je ne les cite pas directement, mais les gens du milieu de l'édition. Ben, ça paraît évident en fait dans la mesure où c'est un petit milieu, le milieu de l'édition, et où en fait ils contrôlent un petit peu, ils contrôlent ce qui sort. Ils avaient peut-être pas intérêt à ce que je dis sorte. Donc et là où j'ai été vraiment étonnée, c'est pas tant que les gros éditeurs aient refusé, mais c'est que les éditeurs dissidents qui se targuent de publier des gens que personne ne veut publier, etc. Eux, ils ont refusé aussi. Parce que c'était trop radical. Enfin, il y en a un qui m'a dit, le chef de la maison d'édition m'a dit, moi ça me heurte, c'est presque du registre de la guerre civile, ce que vous dites. Je dis rien, je dis pas aux gens, prenez les armes, allez cramer des poubelles, c'est bon, je suis pas députée de la FI. Mais disons que c'était juste l'implication de ce que j'ai écrit, en fait, les menace. Comme agent du système. C'est triste, mais on en est là. Et donc il a fallu faire... Et voilà, après, on est habitué à le faire avec cette chaîne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le fil d'actu, que j'ai lancé ma chaîne derrière. C'est aussi parce que on n'était pas satisfait par les explications apportées par les médias du système à tout ce qui se passait. Et en presque 10 ans, les choses ont évolué, c'est encore pire maintenant. Et je pense que du coup, ce qu'on fait est encore plus utile, ou en tout cas, on essaye d'apporter quelque chose. Mais c'est pour ça qu'on a créé en fait notre média, parce que on n'était pas satisfait des explications que nous apportait le système à ce qui se passait. On voyait bien qu'il y avait des manques, qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, que ça n'avait pas de sens. D'où l'idée de redonner un sens, en fait, de retrouver le sens aux événements qu'on était en train de vivre, parce que ça en a un. Et c'est un peu la même démarche en fait que j'ai eu avec le livre. Et malheureusement, le fait de s'approcher trop près de la vérité, et ça veut pas dire que j'ai la vérité absolue, mais en tout cas, je pense que j'ai suffisamment approché l'explication de fond pour que les agents du système se disent « Ouh là là, c'est dangereux ». Ça peut déclencher une réaction en chaîne, en fait, et on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Voilà, enfin après, c'est... Parce que aussi, aujourd'hui, justement, le problème qui se pose, on voit de plus en plus des mouvements éclater, on pense évidemment aux Gilets jaunes, on pense aux agriculteurs, qui sont des mouvements de contestation, qui voient bien qu'il y a un problème de gens qui même qui veulent pas mourir, comme tu le disais. Oui. Et qui remettent tous en cause le libre-échange, c'est curieux quand même. Et qui remettent tous en cause le libre-échange, mais en même temps, avec toujours la chose qui manque à ces mouvements-là, c'est quelle issue en fait, vers quoi on va? Parce qu'à chaque fois, la seule question qui se pose, c'est éventuellement, oui, il faut rompre avec telle institution, avec l'Union européenne, avec voilà, mais jamais la question de pour faire quoi. Et là, effectivement, ton livre évoque cette question-là. Ouais. C'est juste un jalon de plus, en fait. Enfin, il se veut pas être la Bible, machin. Je suis pas en train de dire que c'est parfait. Non, mais c'est juste un... Enfin, moi, j'ai voulu que ce soit une étape supplémentaire, quelque chose, une brique de plus, en fait, qui puisse être utilisée comme une arme par la classe des producteurs qui essaye, en fait, là, de se constituer, et que la classe dirigeante empêche de se constituer, et parfois par la violence. Parce que quand on voit comment ils ont traité les Gilets jaunes, quand on voit... Alors, les agriculteurs, c'est pas pareil, ils ont essayé plutôt de les acheter et de les soudoyer, mais en fait, le problème n'est absolument pas réglé. Les agriculteurs, ils sont exactement dans la même situation aujourd'hui qu'ils étaient hier, même s'ils ont obtenu 3 avancées, parce que le gouvernement sait bien que les producteurs sont en capacité de les mettre en difficulté. C'est ça aussi.
Tu vois, c'est pour ça que tu peux avoir pendant 6 mois des profs et des cheminots, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais qui manifestent, et les médias qui disent « Ah bah c'est super, les manifs se passent super bien », et puis il y a pas de débordement, à part encore une fois... Ou alors il y en a, mais dans tous les cas, c'est des manifs en centre-ville. Mais c'est des manifs, en centre-ville, ils marchent Bastille-Nation, et puis ils mettent un préavis de grève pendant 3 mois jusqu'à retrait total, et puis au final ça passe, et puis à la fin ils vont voter Macron. Donc ça met pas le système en danger, si tu veux. Ce qui met le système en danger, c'est quand il y a des mecs, et pourtant ils sont que 400 000 aujourd'hui en France, hein, c'est pas grand-chose dans la population active, mais il y a des mecs avec des tracteurs qui produisent la bouffe, qui menacent d'aller bloquer l'approvisionnement de la capitale en nourriture. Et là, tout de suite, non, mais attendez, on va faire des concessions, on va faire quelque chose. C'est parce qu'ils savent que les producteurs sont en capacité de les renverser et de prendre leur place. D'où peut-être aussi l'intérêt de leur part de délocaliser la production dans des pays... En Ukraine. Parce que c'est ça, hein. Enfin, je veux dire concrètement, là, Macron qui nous saoule avec sa communication, il faut pas que la Russie gagne, nanana, c'est pas uniquement parce qu'il a fondu un fusible. C'est aussi parce que ce qu'ils veulent faire aujourd'hui avec les agriculteurs, c'est, je crois que je le disais au tout début de l'entretien, ils veulent faire ce qu'ils ont fait avec l'industrie, à savoir s'accaparer les terres, ici, tuer les agriculteurs français, et nous rendre dépendants de la production de poulet, de blé, de betteraves, de tout ce que tu veux, en Ukraine, où ça coûte moins cher, où c'est un des gouvernements les plus corrompus au monde, hein, quoi qu'en disent les débiles des plateaux télé, on va dire les mots, ceux qui ne veulent pas voir la réalité, mais en tout cas voilà, c'est ça leur intérêt en fait. C'est d'empêcher en fait que les producteurs français se constituent en une force qui soit à même de les renverser. Et se constituer en une force, ça implique d'avoir un projet, en fait, d'avoir un projet politique. Parce que ils vont pas monter les échelons à la tête des banques et des sociétés d'investissement. Donc, le seul levier qui reste, aujourd'hui, c'est le levier politique. C'est de prendre le pouvoir en France pour le pays lui-même, en fait, pour la nation. Pas pour arriver à un poste et puis ensuite faire ce que dit l'Europe ou faire ce que disent les marchés financiers. Mais pour accomplir la volonté du peuple. Et encore une fois, les seuls qui sont en capacité de le faire, ce sont les producteurs. Les agriculteurs qui sont en capacité de bloquer Paris, là où sont prises les décisions, de manière totalement hors sol, là où sont localisés les médias. Voilà. Là, effectivement, tu bloques le périph' avec quelques centaines de tracteurs. Donc, pour pouvoir parler de ça, du coup, les éditeurs ont refusé que Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? On a fait comme d'habitude, en fait. On a fait nous-mêmes, en comptant sur les gens, en fait. Sur les gens qui ont un intérêt à ce que émerge autre chose, qui voient bien que le truc tourne pas rond. Et dedans, d'ailleurs, il y a aussi des profs, il y a aussi des policiers, il y a aussi même des agents de la classe dirigeante, des petits consultants, etc., qui se rendent compte, en fait, du mensonge qu'on leur a vendu depuis, pour certains qui sont nés, depuis qu'ils sont nés, tu te rends compte ? De l'illusion, en fait, dans laquelle on vit, et qui veulent contribuer à mettre tout ça à bas. Et une des manières de le faire, effectivement, c'est de se rassembler autour d'une idée commune, en fait. Et avant ça, de comprendre ce qui se passe et pourquoi on en est là. Et contre ça, en fait, il n'y a aucune classe dirigeante, aussi puissante soit-elle, et la nôtre est quand même sévèrement en phase de dégénérescence avancée, il n'y a aucune communication politique qui peut aller contre ça, en fait. Parce qu'il en va de la survie. Donc, ils pourront pas l'empêcher, en fait. Ils peuvent empêcher que mon bouquin y sorte, allez-y, quoi. Et quand je parlais du truc qui est arrivé hier, voilà, c'est pareil, c'est un distributeur qui, les distributeurs sont ceux qui font que les livres sont disponibles en librairie, hein, parce que sinon c'est quasiment impossible, en fait, de faire directement entre l'éditeur et le libraire. C'est quasiment, c'est quasiment impossible. Et le distributeur, donc c'est celui qui met les livres dans des cartons, qui les envoie au libraire. Et ben moi, là, il y a le distributeur qui m'avait contacté pour me dire, en se disant, il y a peut-être de l'argent à se faire avec un projet comme ça. Mais en fait, non, parce que idéologiquement, ça nous va pas. Tu te rends compte ? C'est comme si la Poste m'avait dit non, on va pas poster vos courriers, vous êtes une fasciste. Donc tu es trop radical pour le mec qui met des colis dans des cartons. Exactement. C'est résumé comme ça, oui. Voilà. Et c'est dire, après, moi j'en suis la première étonnée et j'en suis la première désolée aussi.
parce que j'aurais préféré que ça se passe autrement, parce que ça demande un investissement et un travail qui est pas le mien en fait. Enfin, voilà. Mais s'il faut amener moi-même les livres chez les gens qui sont intéressés et qui veulent juste comprendre, en tout cas de mon point de vue, ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé et comment s'en sortir, en fait je le ferai parce que je pense que c'est important en fait. Je pense en tout cas que cette contribution-là, c'est quelque chose qui vaut le coup. C'est pas c'est pas pour me lancer des fleurs et je suis plutôt du genre à faire le contraire et à me dire non mais bon allez c'est pas grave, tant pis. Mais là en fait c'est pas tant pis. Et à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe, un refus d'éditeur, le distributeur qui après m'avoir fait perdre du temps en plus me dit non parce que idéologiquement on n'est pas raccord. En fait à chaque fois c'est des signes pour moi qu'il faut que ces explications-là sortent. Et je vais revenir à la citation de George Orwell, que moi, qui est un écrivain et un intellectuel que j'aime beaucoup, et qui est resté indépendant envers et contre tout, et qui s'est fait l'avocat aussi des gens ordinaires dans sa vie, qui dit, en des temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et je crois que là, en tout cas, c'est une vérité dont le potentiel révolutionnaire a été perçu par les agents du système, clairement. Bah écoute, a priori si le fil d'actu décidait de sortir ton livre, c'est en tout cas parce qu'on trouve que c'est intéressant. Donc le livre est disponible en précommande. Ouais. Jusqu'au 1er avril. Via sur la page Tipeee. Ouais, voilà. Parce que du coup c'est une page de précommande qui se fait sur le site du financement participatif Tipeee. Oui, voilà. Vous pouvez aussi soutenir le fil d'actu via Tipeee, mais c'est sur une autre page. Exactement. Là, on vous met le lien vers la page. Il est venu le temps des producteurs. Donc voilà. Le livre format papier, c'est 25 € avec les frais de port. Si vous le voulez en format numérique, c'est 8 €. Je vais aussi faire la version audiobook. Oui. Donc pour le moment, il est disponible en précommande, ouais. Mais du coup, il y a peu de chances qu'il soit disponible en librairie après. Ah bah là, ça commence à ressembler à ce que non. On fera en sorte qu'il soit disponible plus tard. Mais là, vraiment, si vous voulez le lire, si vous pouvez le précommander, précommandez-le. Ouais. Oui, parce que sinon, déjà, effectivement, avec le fil d'actu, on va essayer de faire en sorte qu'il soit disponible plus tard, mais déjà, ça sera pas avant septembre, parce que le temps de tout organiser, parce que c'est tout un beans encore. C'est un travail. Oui, voilà. Et puis, c'est un travail que d'autres sont censés faire, mais visiblement ne font pas toujours. Voilà. Voilà. Donc, si vous pouvez, précommandez-le, et voilà. Ouais. Quelque chose à ajouter? Bah non, merci. Merci d'avoir tenu aussi longtemps parce que là, ça commence à faire... On se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu. C'est ça, on se retrouve très bientôt pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.